bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers du bricolage avec Julien Boé, le cofondateur et CEO de Brico Privé. Créé en 2012 à Toulouse, bricoprivé.com est le premier site de vente privée dédié au bricolage, au jardinage et à l'aménagement de la maison. Cet été, Julien a annoncé une prise de participation majoritaire par le groupement Les Mousquetaires. Ce partenariat devient une formidable opportunité d'accélérer les ventes et de développer le click and collect dans les magasins Bricomarché. Comme vous le devinez, notre invité est un interlocuteur privilégié pour aborder les sujets omnicanaux et plus particulièrement de la convergence retail et vente en ligne. Avant de revenir sur les aspects d'actualité, je propose de maintenir la structure de notre conversation habituelle autour des 3 thèmes de prédilection. Nous parlerons d'abord du marché, quels sont les besoins des consommateurs, comment leurs habitudes de consommation évoluent-elles, qu'est-ce que le confinement a changé ou accéléré. On peut en effet imaginer que les Français ont voulu davantage bricoler au printemps dernier. Ensuite, nous nous intéresserons à la proposition de valeur de Brico Privé et comment l'entreprise adresse son marché. C'est à ce moment que nous reviendrons plus en détail sur le partenariat industriel avec les mousquetaires et de façon générale, nous demanderons à Julien de nous présenter les enjeux et les défis qui sont devant lui. Enfin, nous ferons un focus sur la prise de parole de la marque, acquisition, CRM, promotion, bref, comment la relation client de Brico Privé évolue-t-elle. Mais avant de commencer, Julien, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, je m'appelle Julien Boué, j'ai 38 ans, je suis un père de famille, papa de 2 enfants et je vis à Toulouse, où est le siège de Brico Privé. Moi je suis gersois d'origine et j'ai fait, au cours de mes études, j'ai suivi une formation commerciale à l'école de commerce de Toulouse, voilà, qui m'a donné l'opportunité de découvrir un pays étranger via pas mal d'échanges au cours de mes années universitaires, qui est l'Espagne, où je suis resté travailler jusqu'en 2010, donc pendant 7 ans. J'ai travaillé au sein d'une société qui est leader dans notre secteur des produits d'aménagement de l'habitat qui s'appelle Atlantic, le groupe Atlantic, qui est leader aujourd'hui européen sur tout ce qui est chauffage et climatisation. Au cours de ces 7 années, j'ai occupé différentes fonctions, marketing et commercial. Et du coup, j'ai créé ma première société suite à cette expérience chez Atlantic en 2010. Donc aujourd'hui, entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans. La première société que j'ai créée, c'est une société en lien avec le métier de direction des ventes que je faisais avant, puisque j'ai créé une société de force de vente supplétive à destination des industriels du bâtiment et du bricolage. Donc en gros, on mettait des commerciaux à disposition d'industriels et de marques pour visiter les grands magasins de bricolage et faire du développement commercial. Et donc, on rencontrait beaucoup de marques de bricolage pour leur proposer nos services. Ah, c'est intéressant. C'est comme ça qu'en fait, tu as commencé à t'imprégner fortement de cet écosystème, des acteurs, des fournisseurs de cet écosystème. C'est exactement ça. En fait, en visitant et en rencontrant des marques leaders, on leur présentait nos services de force de vente supplétive, donc qui pouvaient être ponctuels, plus structurels. Ça pouvait répondre à des lancements de nouveaux produits, à des problématiques de saisonnalité. Mais très souvent, lors des interviews, les marques comprenaient notre proposition de valeur
et terminer les interviews en nous demandant est-ce que vous avez une solution ou une proposition pour le digital, pour Internet. Et c'est comme ça que petit à petit, à la troisième, quatrième, dixième fois qu'on nous l'a dit, on s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire sur le digital. Et c'est comme ça qu'on s'est penché très sérieusement dès la fin de l'année 2011 sur le digital et on a commencé à regarder ce qui se faisait. Et en fait, on s'est aperçu qu'à l'époque, il ne se faisait pas grand-chose. C'était plutôt d'ailleurs des quincailliers industriels qui avaient quelques sites Internet et donc qui faisaient pour les plus gros à peu près 10 millions d'euros. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, il y a quelque chose à faire sur ces secteurs où vraiment le niveau de digitalisation est très en retard. Alors attends, ça c'est hyper intéressant. Vous faites ce constat. Donc merci d'abord pour ta présentation. On comprend que tu as un background commercial, entrepreneur, et puis finalement avec déjà une première expérience dans le monde du bricolage avant même de créer Brico Privé, puisque c'est ce qui t'a fait comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur le digital pour distribuer les outils. La distribution, donc vous comprenez qu'il y a un besoin. Après, il y a façon et façon d'adresser ce besoin. Vous avez décidé de créer Brico Privé. C'est pas un retailer, c'est pas un distributeur classique où on va aller sourcer l'ensemble de ce qui se fait sur le marché pour le proposer aux consommateurs. Vous avez décidé de faire les choses un peu autrement. Tu peux nous expliquer pourquoi et comment? Alors en fait, tout à fait, il y a deux axes dans cette réflexion. Il y a vraiment une réflexion marché. Donc déjà, on s'est dit, on ne voulait pas revenir sur un modèle qui existait. Donc ce qui existait à l'époque, c'était des distributeurs qui avaient du stock et qui vendaient les produits. Donc ça, il y en avait une petite dizaine qui émergeaient. Donc nous, on voulait vraiment proposer quelque chose de différent. Parce qu'on s'est dit, quitte à arriver sur le digital, si c'est pour copier ce qui se fait déjà, c'est pas très sexy. Et donc, on s'est posé la question des ventes privées parce que, comme je te l'ai dit avant, moi, quand je suis arrivé dans ce milieu, je ne connaissais pas du tout le digital. Donc, en fait, on allait s'associer à des gens qui connaissaient le digital, qui, eux, avaient créé un site de vente privée dans l'univers du sport. Et donc, en fait, eux connaissaient parfaitement les leviers et le métier des ventes privées. Donc, ils nous ont dit, écoutez, nous, on pourrait vous accompagner, mais attention, on ne connaît pas tout dans le digital, on connaît bien les leviers des ventes privées. Donc, regardez si ces leviers-là correspondent à votre marché. Et Alors donc attends, avec Marc, tu dis on parce que ça veut dire que tu n'étais donc pas tout seul à vouloir lancer ce qui allait devenir Brico Privé. T'es accompagné de qui? donc c'est Marc Verger en fait, qui est cofondateur de Brico Privé, puisque Brico Privé c'est pas l'histoire d'un mais de deux entrepreneurs. Mhm. Donc Marc est dans l'aventure depuis le début et Marc a aussi un background très sectoriel, puisqu'en fait Marc je l'ai rencontré chez Atlantic à l'époque. Je l'ai Ouais. même rencontré à l'école de commerce, puisqu'on était à l'école de commerce ensemble. La seule petite particularité, c'est qu'on n'était pas du même côté de l'amphi, puisque lui était prof et moi j'étais élève. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est lui qui m'a recruté au début de ma carrière chez Atlantic. Donc c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier clairement sur ce secteur, avant lui de rejoindre une enseigne qui est très connue, puisque c'est le numéro 2 en France de la distribution du bâtiment, puisque Marc a été directeur général de cette enseigne qui a plusieurs centaines de points de vente en France. Donc en fait, il avait aussi une forte expérience sectorielle, mais comme moi, il avait très peu de connaissances sur le digital. Et donc en fait, quand on s'est posé la question du digital, on s'est adressé à nos amis qui, eux, connaissaient bien le digital et connaissaient particulièrement ce sujet des ventes privées. Et du coup, on s'est challengé sur le modèle des ventes privées. On s'est posé la question, en fait, est-ce que les ventes privées peuvent être un modèle innovant sur le secteur du bricolage? Et est-ce que c'est une bonne façon d'adresser le bricolage dans le monde digital? Ça, c'était vraiment la question business qu'on se posait au début. Comment vous avez fait Et, pour y répondre? Parce que c'est des vraies bonnes questions. Mais quand on est un peu étranger au secteur, je parle du secteur digital, comment vous avez procédé pour répondre à ces questions? écoute, en fait, c'est assez simple. On est parti de ce qu'on connaissait. Donc, on s'est dit déjà d'où nous vient l'idée. Et en fait, l'idée, elle nous venait des marques. Donc, on s'est dit, est-ce que les ventes privées vont répondre à une collaboration étroite avec les marques? Donc, si tu veux, là, la réponse, elle est assez évidente. On avait face à nous des marques qui voulaient aller sur le digital, mais n'avaient pas du tout entamé la réflexion du comment. Je ne sais même pas si la réflexion du pourquoi était très mature, mais en tout cas, ils ne savaient vraiment pas comment. Mais en tout cas, ils avaient envie d'y aller. Donc, les ventes privées, c'est un modèle où tu ne peux exister que avec l'appui et le support des marques. Bien Donc, on sûr. s'est dit déjà, et ça, c'est le premier pilier de Brico Privé, c'est un modèle qui est fait avec et par les marques, et pour elles.
Donc, et en plus, il y a ce côté, les ventes privées sont éphémères, donc elles durent une semaine. Donc il y a ce côté qui est engageant sans l'être vraiment. Tu vois, je pense qu'une marque qui s'engage à aller sur une plateforme telle qu'Amazon, elle sait toujours comment elle va y aller, elle sait jamais trop comment elle va en sortir. Donc il y a toujours ce côté assez effrayant. Et donc on s'est dit sur les ventes privées, non seulement on répond à cette envie d'y aller, on y va de manière assez efficace parce qu'on a tout de suite vu que ça faisait du beau volume et on y va avec les marques. Donc le premier pilier de Brico Privé ou des ventes privées sur le bricolage, c'est un projet qui a été fait pour les marques et avec l'appui des marques. Donc ça a été le premier pilier et c'est la première case qu'on a cochée. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ce modèle de vente, qui en fait à la base est un modèle très achat d'impulsion et très achat plaisir, répond en fait ou pas sur le secteur du bricolage, qui est quand même plutôt un secteur d'achat besoin. Tu te dis, en fait, c'est vrai que quand tu vois les meilleures ventes aujourd'hui de brico privé, bon, c'est sûr que c'est pas forcément quelqu'un qui se fait plaisir, quoi. Je veux dire, quand on achète une baignoire, on est plutôt dans le besoin concret que en se disant, ce week-end, je vais me faire plaisir, je vais changer ma colonne de douche ou ma baignoire. Donc on s'est vraiment posé cette question. En fait, effectivement, c'est pas forcément naturel de penser que oui, les ventes privées avec ce côté impulsion et tout ça répondent au secteur du bricolage, mais par contre, ça coche parfaitement une autre case qui est très liée à la présentation des ventes. On est quand même dans un univers technique. Donc les perceuses fonctionnent avec certaines batteries, il y a certains systèmes électriques qui ne fonctionnent pas avec d'autres. Et là, encore une fois, les ventes privées, c'est un gros avantage, notamment par rapport au système qu'utilisent nos principaux concurrents, à savoir les marketplaces, c'est qu'on rentre par la marque. Donc si je te prends un exemple, quand tu rentres aujourd'hui dans une vente sur Brico Privé, tu donnes une certaine lisibilité, une certaine facilité pour l'utilisateur de ne pas se tromper. Il rentre dans une vente, il y a des perceuses. Ces perceuses, elles ont des batteries, elles ont des accessoires qui sont vendus à côté. Parfois, il y a aussi du matériel de jardin. Et donc, tu crées un écosystème dans lequel le client se retrouve très facilement. Et donc, tu arrives à présenter des produits qui, en soi, sont techniques d'une façon très simple. Et en fait, tu es en train de nous dire que tu recrées le concept du corner, quelque part, de façon digitale. La marque a son environnement à elle, de marque et de produits. C'est presque, pour moi, c'est même plus que du corner, si tu veux, c'est du shop-in-shop. Parce que du shop-in-shop, le corner, souvent, l'inconvénient du corner, c'est qu'il est au bout d'un rayon et la thématique est limitée. C'est presque la tête de gondole du rayon et dont la thématique est limitée au rayon. Toi, typiquement, sur le sujet que je t'évoquais, c'est une des difficultés que rencontrent les industriels en magasin. Quand ils ont une gamme, ça c'est un des gros sujets dans notre métier actuellement, quand tu as une gamme qui est compatible autour d'une batterie, tu as une gamme bricolage et tu as une gamme jardin. Le trait d'union entre les deux, c'est une batterie. Et donc ça, c'est très dur pour les industriels de le déployer en magasin, puisque c'est des rayons qui parfois sont chacun à un bout du magasin. Donc tu es obligé ou de créer 2 fois ton podium. Ça, c'est pas toujours évident de convaincre le magasin d'avoir 2 podiums pour une seule marque. Ça, avec les ventes privées, si tu veux, c'est la nature même des ventes privées permet de faire ça. Donc ça nous a plu. Ça a été vraiment le deuxième pilier fondateur de Brico. Donc, je reviens sur en fait les consommateurs. Parce que là, tu nous dis finalement la proposition de valeur de la vente privée, elle est hyper lisible pour les marques, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, c'est quelque part elles qui nous ont fait comprendre qu'il y avait besoin de quelque chose, puisqu'elles nous ont dit et les gars, qu'est-ce que vous avez à me proposer sur le digital? Vous avez de l'autre côté les consommateurs. Les consommateurs, tu me dis, c'est juste pour aller bien comprendre ce que tu m'as dit, je résume, c'est pas des achats d'impulsion, tu n'achètes pas une baignoire comme tu irais acheter une paire de godasses, tu as un besoin auquel il faut répondre. Pourquoi, finalement, la vente privée répond à ce besoin qui n'est pas un achat d'impulsion? En fait, c'est ce que je te disais, déjà... tu es obligé d'avoir suffisamment de ventes privées pour couvrir tous les besoins. Donc clairement, au début, on n'a pas réussi à répondre à tout. Ça s'est construit au fur et à mesure des années. Ouais. Donc au début, en ce sens, la vente privée, c'était pas un atout. Mais par contre, on avait une proposition de prix et de fin de série qui fait qu'il y avait aussi des achats d'impulsion. Et c'est avec l'histoire qu'aujourd'hui, on bascule à partir d'une certaine taille sur l'achat besoin. Mais par contre, ce qui est commun à tout ça, aussi bien au début à l'achat d'impulsion que maintenant à l'achat besoin, c'est que pour le consommateur, c'est simple. Non, mais j'ai bien compris et je voulais t'entendre dire ça en fait, parce que ce qui m'intéresse,
c'est effectivement, c'est de raconter l'histoire, mais c'est de raconter concrètement comment ça se passe. Parce que je ne pouvais pas croire que dès le départ, avec les quelques rêves, quand on se lance, on n'a pas un catalogue de ventes qui est hyper large. Vous avez commencé avec quelques ventes, et donc il n'y avait pas Aujourd'hui, vous êtes capable d'adresser le besoin au sens l'achat besoin, parce que vous avez finalement une largeur de vente qui est hyper importante. Et finalement, vos consommateurs vont venir s'y retrouver. Mais quand tu te lances au début, ce n'est pas le cas. Comment ça se passe d'ailleurs, ces premiers... je sais pas, ces premières années, c'est quoi les challenges les plus importants auxquels vous devez faire face? Ben, si tu veux, le pari qu'on avait fait au début, alors, et j'en viens au troisième pilier, parce que ça va faire la transition, mais tu vois, Vas-y. ça répond aussi à ta question. Le troisième pilier, accessoirement, qui nous a décidé à choisir les ventes privées, c'est le fait qu'on n'avait pas d'argent. Donc celui-là, si tu veux, il était assez clair. Il n'était pas très tourné vers le consommateur, il était tourné vers l'équipe d'entrepreneurs qu'on était. Et les ventes privées avec ce gros avantage quand même de fonctionner sans stock. C'est-à-dire que tu mettais en ligne des produits que tu n'avais pas encore achetés, et finalement, tu achetais à la fin de la semaine que ce que tu n'avais vendu. Donc c'est aussi ça, hein, quand même, le choix des ventes privées et l'histoire de Brico. C'est grâce à ça qu'on a pu démarrer et qu'on a pu aller assez vite. Et donc, si tu veux, la problématique qu'on a eue, au début, on a fait un petit emprunt, on s'est dit, on fait un pari, on lance le site, donc on l'a lancé le 15 octobre. Donc, tu vois, on a fêté nos 8 ans hier, Mmh. et on s'est dit, on se laisse jusqu'au 31 décembre pour arriver à faire décoller le site. Et donc, on s'est dit, on a 2 mois et demi, et donc, on avait fait notre emprunt, et cet emprunt, c'était notre enveloppe marketing. Et on s'est dit, ben, on va, en fait, sur notre métier à nous, t'achetais des leads, en fait, et puis tu mettais en face une offre qui devait être suffisamment attractive pour les activer et les convertir en clients. Et c'est comme ça que la dynamique se lance, et c'est comme ça que le modèle devient vertueux. Et en fait, sans te révéler le montant de l'enveloppe, qui de toute façon n'était pas faramineux, mais ce qu'on avait prévu de dépenser en 2 mois et demi, on a tout dépensé en 15 jours. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse côté client, elle a été là tout de suite. C'est-à-dire, au début, on a récupéré des bonnes C'est... offres, des vrais déstockages sur des super marques. Puisqu'en fait, il y avait pas mal de marques qui avaient ces stocks disponibles, à la fois trop petits pour des acteurs de vente privée généraliste et pas très intéressants pour leurs clients habituels. Ça veut Et dire donc, que on a eu si je tout de suite. comprends ce que tu es en train de me dire, c'est que vous aviez un taux d'acquisition relativement faible, un taux de conversion qui était très fort. Bah, à l'époque, oui, forcément, quand tu arrives avec un modèle qui n'existe Mmh. pas et tu achètes des leads qui sont pas forcément trop regardés, ou tu as une façon d'aller les chercher qui est forcément pas adressée. Donc, à partir du moment où tu es tout seul, c'est toujours moins cher, quoi. Donc, Mmh. tu arrives à avoir des coûts d'acquisition. C'est sûr que si tu veux, bon, je rêverais d'avoir les mêmes aujourd'hui, hein. Mais malheureusement, c'est pas le sens de l'histoire. On fait autre chose pour arriver à pallier à ça. Mais à l'époque, ouais, on a des coûts d'acquisition qui sont faibles. Mais ceci dit, on décide quand même de faire un peu un pari, c'est de tout dépenser en 15 jours, parce qu'on voit que ça transforme effectivement tout de suite, quoi. Et donc Et donc, petit si à tu veux, petit, vous augmentez le nombre de ventes devant finalement le succès que vous rencontrez. exactement. Si tu veux, l'histoire de Brico Privé, ça a toujours été un bon équilibre entre l'augmentation du trafic et le développement de l'offre. Hmm. Donc, les 3 premières années de Brico Privé, la croissance se construit sur l'élargissement du plan de vente et l'augmentation du nombre de ventes. Si tu veux, on a Hmm. commencé avec une vente par jour, on est passé à 2, puis à 3. On a commencé avec vraiment le bricolage pur, c'est-à-dire l'outillage. On s'est très vite aperçu que dans le bricolage, il y a 2 univers. En fait, il y a la maison et il y a l'automobile. Bizarrement, on n'y pense pas, mais il y a beaucoup de gens, quand ils disent qu'ils sont bricoleurs, ben, c'est plutôt l'entretien de leur véhicule. Et on s'est aperçu que ce n'était pas forcément les mêmes produits. C'est parfois des marques ou des outils différents. Ouais. Donc ça, je dirais, c'est le deuxième axe qu'on a eu. Et puis très vite, on est arrivé sur le jardinage. Alors, attention, parce que dans le jardinage, tu as la tondeuse et puis tu as le mobilier de jardin, hein. Encore une fois, c'est très vaste. Donc, mais c'est quand même le troisième univers qu'on a adressé. Et puis petit à petit, on a décliné, comme dans une grande surface de bricolage, les différents univers avec la plomberie sanitaire, l'électricité, la domotique. On est assez vite allé aussi sur des marchés qui n'étaient pas très bien adressés, pas que sur Internet, complètement pour le particulier, à savoir le textile et tout ce qui est l'équipement de protection. Tu vois, aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire ses travaux, il ne sait pas forcément où aller acheter des chaussures de sécurité, il ne sait pas forcément où aller acheter Hmm. des bons habits de chantier, et les magasins qui en proposent n'ont pas toujours de cabines d'essayage, tu vois. Donc on a aussi identifié des niches comme ça qui nous ont permis de développer le plan de vente. D'accord. Donc eh ben, merci je vais volontairement arrêter là parce qu'on va revenir sur Brico Privé. Mais merci pour cette présentation détaillée
de Brico Privé et comment vous avez construit l'entreprise. C'est toujours intéressant de s'attarder un peu sur l'exécution et de dire voilà comment on lance, comment on grandit, quelles sont les étapes qu'on passe. C'est la vraie vie en fait d'une entreprise. On va revenir sur Brico Privé. Avant, je voudrais qu'on fasse un stop sur aujourd'hui, en 2020. Le marché, les besoins des consos, leurs habitudes d'achat, et puis que tu nous décrives un peu l'expérience du confinement. Je le disais en introduction, assez probablement, vous avez vu les consommateurs peut-être plus à même de bricoler, plus de temps, une présence continue chez soi. Voilà, donc je te livre un petit peu toutes ces questions. Qu'est-ce que dans le désordre, hein, qu'est-ce que vous avez observé des habitudes d'achat pendant le confinement? Qu'est-ce qui reste? Et voilà, comment tu peux nous présenter le marché? Bah, écoute, si tu veux, le marché, nous, on le décompose d'une façon assez simple, hein. Pour nous, il y a trois strates. Euh, Ça se présente, si je devais le représenter graphiquement, c'est sous forme de pyramide. Tu as la pointe du marché, qui sont vraiment ce qu'on appelle les bricoleurs lourds ou les bricoleurs experts. Eux, en général, ils sont assez expérimentés, ce qui ne veut pas forcément dire âgé, mais c'est vrai que c'est quand même souvent 45 ans et plus. Et en fait, eux, ils ont un niveau de bricolage qui est proche de celui d'un petit professionnel, quoi. Mhm. Et ils cherchent l'outillage de qualité professionnelle. Ça, c'est le client historique, je dirais, de Brico Privé, mais c'est aussi le client historique d'Internet, en fait. Puisque ce client-là, si tu veux, il y a 10 ans, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais ça le reste encore beaucoup, hein. Quand il va avoir accès à du matériel de qualité professionnelle, il a besoin de se rendre dans des établissements professionnels qui n'adresse pas le particulier. Donc en fait, ça veut dire que s'il n'a pas un numéro SIRET, il va souvent être très mal adressé, ou en tout cas pas avec le bon prix. Donc ça, c'est un client qui est assez mature sur Internet, et c'est la cible favorite, je dirais, de Brico Privé, puisque c'est souvent un client qui est bien équipé, et donc quand il renouvelle son équipement, il connaît les marques, il connaît les produits, il cherche la bonne affaire, et il n'est pas très pressé, si tu veux. Il n'a pas ce souci du délai. Donc les ventes privées, pour lui, c'est juste parfait, quoi. Ok. Puisqu'on répond parfaitement à tous ces critères, des grosses marques, des super prix, et aujourd'hui, en plus, pas mal de choix. Très clair. Donc ça, c'est la pointe du marché. En dessous. En dessous, ben, tu as les bricoleurs à projet. Donc, c'est des gens qui se mettent au bricolage par passion, mais si j'exagère, par contrainte. Mhm. Donc, en fait, c'est le premier achat d'un habitat avec une grosse partie de travaux qu'on décide de garder pour soi pour faire des économies, ou c'est un peu plus tard dans la vie l'achat d'une résidence secondaire et puis le plaisir d'y travailler et de faire un peu soi-même. Ok. Donc ça, c'est souvent, déjà, c'est une clientèle qui est beaucoup plus mixte, hein, voire sur le décisionnaire de l'achat, majoritairement féminine. Donc c'est clair que c'est déjà des codes marketing très différents. Tu dis le Et puis en plus, décisionnaire de l'achat, c'est une femme. bah, souvent, ouais, quand même, hein, Ok. tu vois, quand tu es dans la rénovation, sur pas mal de choix, en tout cas, ça se décide à deux, quoi, hein. C'est pas, voilà, t'es plus dans le bricoleur qui est dans son atelier, quoi. D'accord. Mais alors avec un cycle d'achat en plus qui est très spécifique, hein, il faut bien comprendre, c'est au début un très gros investissement, puisque pendant 3 mois, 6 mois, un an, tu vas avoir énormément de besoins en matériel, en équipement, en matériaux. Donc ça va de la perceuse à la peinture, hein, donc c'est très vaste, hein, voire au canapé ou à la literie. Et après, même si ce bricoleur n'a pas forcément tu as deux scénarios. Tu as celui qui est devenu passionné de bricolage, donc en fait c'est aussi un réservoir pour la pointe de la pyramide, Ouais. puisque c'est souvent à travers un projet comme ça qu'on peut se prendre au jeu du bricolage. Et puis pour ceux qui ne deviendront pas des passionnés, de toute façon tu as une certaine forme de dépense contrainte, puisqu'une fois que tu as l'habitat, tu as son entretien. Donc tu es obligé de jardiner, tu es obligé de tondre ta pelouse, tu es obligé de tailler ta haie, et quelque part mécaniquement tu es obligé de t'équiper et de tomber dans une forme de récurrence au niveau de ton équipement. Ok. Donc ça, ce segment du marché, tu l'appelles les bricoleurs à projet? Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ok. Voilà. Et ensuite, tu as le socle de la pyramide qui est vraiment le bricoleur novice ou le bricoleur occasionnel. Donc, c'est j'ai besoin de changer une ampoule, parfois je vais au supermarché, parfois je vais dans une surface de bricolage, ou j'ai besoin de fixer un cadre, je vais acheter une perceuse parce qu'il faut que je fixe un cadre et que j'ai vraiment rien pour le faire, quoi. Et t'es vraiment c'est du petit dépannage, quoi.
Là, il est large, ce segment de marché? Ben, c'est le socle de la pyramide. C'est évidemment le plus gros en nombre de personnes. Par contre, tu as une dépense à l'utilisateur qui est réduite au minimum, quoi. C'est ça. Vraiment à la C'est contrainte ça. de la maintenance, tu vois. Ouais, ouais. C'est vraiment par contrainte, par obligation, quoi. Exactement. Ok. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que, alors, nous, forcément, quand on s'adresse au marché, on le fait souvent via des sondages et via notre plateforme. Donc, je ne peux pas te dire que nos sondages sont représentatifs de 100% du marché. Parce que naturellement, sur un site comme Brico Privé, ben, des bricoleurs novices, tu vas en avoir peu, quoi. Tu n'as pas forcément envie de recevoir une newsletter sur le Non, mais bricolage tous bien les sûr. jours quand tu changes une ampoule 2 fois par an. Non, non, mais bien sûr, il y a Mais un biais, mais on le comprend bien, c'est légitime, c'est normal. voilà, il y a un biais, et nous, on le reconnaît tout à fait, mais on pense quand même que ce qui est sûr, c'est que pendant le confinement, toute la pyramide a bricolé. Donc c'est ça, continue là-dessus. Merci pour cette segmentation du marché qui est hyper claire pour le comprendre. Même si elle est made in brico privé, je pense que l'ensemble du secteur doit pouvoir se l'approprier. Donc revenons effectivement sur le confinement. Qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce que ça a été pour vous un accélérateur? Raconte-nous un peu. Alors, ouais, alors il y a pour nous, et puis de manière générale. Si tu veux, Ouais, on commence par de manière ouais. générale. Nous, ce qu'on a vu dans les sondages qu'on a pu réaliser, il y a 82%, encore une fois, des sondés, hein, qui ont répondu qu'ils ont profité du confinement pour bricoler. Donc, c'est quand même assez énorme, quoi. Mais en même temps, ça se comprend aussi assez bien, puisque tu as énormément de gens qui se sont retrouvés chez eux, au début en plus dans l'incapacité de travailler, ou pour certains le télétravail est possible, mais pour d'autres c'était carrément du chômage partiel. Hmm. Donc tu te retrouves pendant une période, mine de rien, je crois la plus longue de l'histoire, chez toi, avec l'obligation d'y rester et rien à faire. Donc bon, je crois qu'on est un peu tous pareils, c'est pas une situation qui convient très longtemps, donc au bout d'un moment, si tu es propriétaire, hein, ça paraît assez normal que tu te poses la question de dire ben, qu'est-ce que je fais de mon temps, quoi, et est-ce que je peux l'investir dans mon habitat. Ce qui est déjà en plus une tendance de fond en période de crise, hein. On a toujours tendance à l'habitat et la rénovation vit plutôt bien les périodes de crise parce qu'on a tendance à réinvestir ou à vouloir investir dans son patrimoine plutôt que dans les loisirs. Et là, c'est vraiment des circonstances exceptionnelles. Et en fait, ben, après, mais en tout cas, plus de 80% des gens en ont profité pour bricoler. Donc déjà, c'est sûr que tu as eu une accélération du marché énorme à ce moment-là ou sur cette période, si tu le compares à la période de l'année précédente. Donc là, vous avez vu le nombre de vos ventes augmenter, le nombre de la fréquentation de votre site augmenter. Vous avez recruté des nouveaux clients ou c'était, j'imagine hein, que ça devait être le cas, et les clients existants ont fait des achats récurrents. Comment vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, c'est là où je te disais que toute la pyramide s'est mise à bricoler, mais en plus, et ça c'est peut-être la première fois, entre guillemets, tous les différents niveaux de clients ont été obligés de se tourner vers Internet, puisque nous, on a Ouais. bénéficié quand même d'un triptyque, je crois qui se représentera certainement plus jamais. Au moment où tout le monde a voulu bricoler, les magasins de bricolage étaient fermés. Hmm. Et la plateforme qui ne se revendique pas spécialiste du bricolage, mais qui truste certainement une grosse partie du marché sur le digital qui est Amazon, était aussi fermée. Si tu te rappelles Ouais, ouais. la Ouais, période ouais. du début du confinement. Ouais, je me Donc rappelle bien. forcément, tu as 82% des gens qui disent, c'est certes encore une fois, hein, il y a un biais, c'est pas 80% de la population, mais énormément de gens qui veulent bricoler. Et donc les magasins de bricolage fermés et les plateformes un peu connues du grand public ou du bricoleur novice qui connaissait pas forcément les enseignes spécialisées comme nous, se retrouvent avec Amazon fermé. Donc forcément, nous on a vu arriver. Et alors c'est massivement, on a explosé en croissance, quoi, hein. Les chiffres qu'on a communiqués, c'est 150% de croissance sur le mois d'avril, puis 130% de croissance sur le mois de mai. Ça, c'est comparé à l'année d'avant. Mhm. Mais si tu regardes avril par rapport à mars, c'est 300% de croissance. Hmm. Donc, ça a Alors, vraiment été une explosion des ventes sur le digital. cette hyper Avec aussi, croissance, en fait, elle est quand même à soutenir parce que vendre, c'est bien. Il faut derrière s'assurer que les fournisseurs, vos fournisseurs, sont en capacité à délivrer. Ça a été tendu de ce côté-là ou tout s'est bien passé? écoute, de ce côté-là, moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois sur le sujet. Moi, je communique assez souvent sur ce sujet-là. Moi, je tire mon chapeau à nos équipes commerciales parce que chez nous, il y a eu un alignement du marché,
si tu veux. Donc ce qu'on disait, magasin fermé, grosse demande du bricolage sur le marché. Et en même temps, nous, on avait très bien anticipé avec nos fournisseurs. Hmm. Hmm. Donc on a cette demande qui est forte, qui augmente et on comprend pourquoi. Le consommateur derrière, en sortie de confinement, est-ce que ses habitudes d'achat ont été structurellement modifiées ou aujourd'hui on est mi-octobre 2020. Comment tu analyses ces derniers mois? Alors, si tu veux bien, excuse-moi, je finis de te répondre parce que je suis à l'arrêté. Vas-y. Allô? J'avais un petit problème de casque. Ouais, je te disais, nous, nos équipes achats ont très bien anticipé puisque on avait quelques alertes de l'Asie déjà qui, à travers nos fournisseurs, qui nous disaient que puisque l'épidémie avait commencé là-bas beaucoup plus tôt, qu'il y avait des défaillances au niveau de certaines matières premières et au niveau de certaines productions. Donc en fait, nous, on a anticipé ça en proposant à nos fournisseurs de mettre massivement des produits en stock chez nous, ce qui est quand même à la base pas le modèle des ventes privées. Donc si tu veux, on a vraiment, dans des circonstances exceptionnelles, pivoté de façon très rapide et très agile. Et en fait, si tu veux, quand le confinement est tombé, et en plus de ça, toute la chaîne logistique s'est grippée, c'est-à-dire que même les fournisseurs qui pouvaient continuer à fonctionner ne trouvaient pas forcément de transporteurs pour livrer les entrepôts des distributeurs. Ouais. En fait, nous, on avait fait le plein de matériel. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu profiter, entre guillemets, de la demande et y répondre. Et c'est là où je te dis, je tire un coup de chapeau à mes équipes achats, puisque, en fait, on s'est retrouvés, on a fait partie des rares qui avaient la capacité de livrer, quoi. Ah oui, c'est Parce sûr. qu'on avait le matériel. En plus de ça, on avait changé d'entrepôt. Si tu veux, nous, on a changé d'entrepôt il y a un an, donc on avait un entrepôt assez énorme, avec une capacité de progression assez énorme. Donc on avait aussi l'entrepôt pour le remplir, hein, parce que quelquefois, c'est dans la vraie vie, tu te dis c'est génial, on va prendre du stock, mais donc nous, on avait 10 000 m² d'entrepôt avec une grosse capacité d'exploitation, et donc on a saturé l'entrepôt. Et en plus de ça, on avait aussi muté nos infrastructures IT quelques mois avant pour passer sur des systèmes de serveurs évolutifs, qui fait que le site n'est pas tombé une seule seconde pendant toute la période. Ah, Nous, vous étiez on a inspiré alors. Vous étiez bien inspiré. Écoute, ouais, là, il y a eu vraiment un alignement et du marché et chez nous. En fait, si tu veux, je ne sais pas si on peut dire qu'on était bien inspiré, puisqu'en fait, c'est un investissement constant. Et c'est un peu une fausse idée, souvent, qu'ont les gens externes sur Internet. On a l'impression que c'est toujours low cost ou que ça ne demande pas d'investissement. Au contraire, nous, on est sur des métiers qui demandent un investissement constant. Alors, on n'est pas dans l'industrie lourde, hein, mais on investit énormément. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'investissements qui avaient été faits au cours des 18 mois précédant le confinement chez Brico Privé, logistique, IT, un investissement aussi dans la relation avec les marques, hein, à travers nos équipes achats. Et en fait, c'est sûr que ça a payé vraiment pendant le confinement, puisqu'on a su le gérer en ayant les produits et la capacité de les expédier, quoi. Ça a été un vrai avantage concurrentiel, on le comprend bien. Oui, la question que je te posais, c'était justement qu'est-ce que tu tires aujourd'hui à mi-octobre. Qu'est-ce que tu tires comment tu vois en fait le marché? Qu'est-ce qui est resté finalement de cet épisode-là au niveau de la demande? Alors, en fait, si tu veux, moi je me suis exprimé aussi plusieurs fois là-dessus, mais nous, notre estimation, on reste très modeste, hein, parce que c'est une estimation qui est quand même qui a une grosse partie de feeling, mais on pense qu'en 2 mois, la digitalisation du secteur, elle a gagné plusieurs années, quoi. Je pense que c'est quasiment 3 ans de gagner sur la digitalisation du secteur. C'est-à-dire que nous, ce qui a explosé, c'était des questions que tu me posais précédemment, c'est la demande des clients existants, mais on a aussi une explosion de nouveaux clients. Donc ça nous a vraiment démontré qu'il y a énormément de clients qui ont acheté sur Internet pour la première fois dans ces circonstances. Donc en fait, c'est là où je te dis qu'on a gagné 3 ans sur la digitalisation du secteur. Alors, c'est que nous, on est sur un secteur où il y en avait vraiment besoin. Et c'est aujourd'hui, donc en octobre 2020, dans Brico Privé, on est toujours à plus de 50% de croissance. Et donc, Comparé à octobre de 2019, hein. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est énorme. C'est des croissances assez effrénées, hein. Il faut arriver à... Parce que nous, on est quand même un acteur qui fait quand même déjà 150 millions d'euros. Donc, on n'est plus tout à fait la petite PME du début, quoi. Donc c'est des croissances assez effrénées et en fait on pense que cette croissance se construit forcément sur ces dizaines de milliers de nouveaux clients qu'on a eu sur cette période et puis qui finalement ont testé Internet pour la première fois
Et puis ils se sont aperçus que finalement, c'est pas mal pratique. Hein. Quand tu commandes et que tu peux recevoir chez toi et que tu reçois un bon produit, une belle marque avec un bon prix, Non, mais c'est on bien comprend vrai. effectivement que... C'est bien vrai, et tu fais justement la transition avec le deuxième thème que je voulais aborder avec toi, qui est justement la façon avec laquelle vous adressez le marché de façon globale, et puis peut-être de façon plus précise. Ça va être l'occasion pour toi de nous parler de ce partenariat que vous avez noué avec les Mousquetaires, et puis de la convergence du retail et des ventes en ligne. Voilà, c'est un peu tout ça que on va pouvoir discuter. Euh, peut-être commençons par justement les mousquetaires. C'est assez structurant, j'imagine, pour Brico Privé. Ah oui, c'est un choix très fort, hein, mais c'est aussi une vision, c'est une conviction profonde qu'on a avec Marc par rapport à l'omnicanalité. Donc, tu vois, il y a 8 ans, on a eu cru pas mal au modèle des ventes privées seul, en se disant, en fait, c'est génial, c'est super innovant, c'est ça qu'il faut faire sur le secteur du bricolage. Aujourd'hui, on refait un pari fort en s'associant avec le groupement Les Mousquetaires, en pensant que demain, c'est un modèle mixte qui gagnera. Donc, aujourd'hui, c'est un partenariat très fort pour nous. Donc, nous, il y a 2 ans, on avait fait rentrer, c'est pas vraiment un fonds d'investissement, c'est un family office, hein, puisque c'est vraiment une famille qui investit à travers un véhicule de type fonds. Et il y a 2 ans, on avait déjà eu des contacts avec des industriels, les Mousquetaires et d'autres. Et en fait, il y a 2 ans, on n'avait pas choisi ce rapprochement parce que 100% de notre activité était encore sur les ventes privées. Hmm. Donc, on se disait que les ventes privées, c'est très spécifique. Donc, on ne comprenait pas, c'est plus de notre côté, hein, on ne comprenait pas ce que le partenariat avec un industriel réellement allait nous apporter. Et on était, je dirais, très focus sur le client, le premier client que je t'ai évoqué, le bricoleur lourd, auquel le modèle des ventes privées correspond finalement assez bien. Hmm. 2 ans après, il y a 2 ans, on a lancé pas mal de projets avec l'arrivée du nouvel investisseur. On a commencé à vendre des produits sur stock. Donc on a commencé à rentrer des références et à créer une offre permanente. Alors certes avec les fournisseurs qui nous sont les plus fidèles depuis le début avec les ventes privées, mais mine de rien, c'est une activité qui a progressé petit à petit. Et on est allé au bout de notre réflexion sur le shop-in-shop en se disant on va carrément proposer à des marques de vendre sur Brico Privé la totalité du catalogue. Et donc on a ouvert avec Miracle, qui est aujourd'hui une société qui est quand même très reconnue pour la solution qu'elle propose, qui permet de onboarder des offres de type marketplace. Alors nous, on n'utilise pas le mot marketplace parce qu'on a vraiment fait ça encore une fois pour les marques. Hein, et en général, c'est vraiment du shop-in-shop qu'on fait avec les marques. Quoi, donc c'est vraiment, tu vois, quand c'est du luxe Valentine qui vend ou Bosch qui vend, c'est l'industriel qui est derrière. Nous, on n'a pas fait une marketplace pour avoir des distributeurs et avoir en gros plusieurs personnes qui vendent le même produit et qui bataillent entre eux. Ouais, c'est à destination des marques. Ouais, des marques et notamment aujourd'hui ce qu'on retrouve dans notre secteur qui est en train de se développer, c'est des DNVB, donc des vraies marques digitales de bricolage. Et donc on a des partenariats historiques qui ont créé des modèles de marques pour être très présents sur le digital. Et donc ces gens-là maîtrisent parfaitement le marketing, la logistique. Et donc ces gens-là leur a permis de plugger la totalité de leur catalogue. Okay. Donc ça, si tu veux, ça a été un énorme accélérateur au cours des 2 dernières années. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, ça pèse 30% de notre activité. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, ça a été super rapide, quoi. Donc ça nous a montré que déjà, ça répondait à un besoin. Et quand on se pose sur le sujet, on pense que ça répond tout particulièrement aux besoins du client à projet, tu vois, puisque le client à projet, et c'est le projet qu'on va écrire avec le groupement, hein. On pense que le modèle mixte entre les ventes privées et des références de tenue sur stock qui ont un gros avantage et qui est le délai court, en fait, c'est là où on pense que c'est le modèle gagnant. Parce qu'en fait, quand tu regardes... Non, mais alors attends, c'est très intéressant. Je vais te laisser la parole pour que tu nous expliques en détail quelles sont les pistes de réflexion ou ce qui est déjà été engagé avec le groupement Les Mousquetaires pour cette convergence digitale retail avec l'enseigne Bricomarché des Mousquetaires.
Bah, déjà, si tu veux, la réflexion pour les clients brico-privés, puis après, je te donnerai le point Ouais, de vue du vas-y. projet entrepreneurial, mais pour les clients, c'est de se dire, en fait, donc, le bricoleur lourd, il est à fond sur les ventes privées, il cherche des bonnes affaires, il connaît ses marques, il connaît ses produits, il est à l'affût, et puis il adore le bricolage, donc lui, se connecter tous les jours et regarder les bonnes affaires tous les jours, clairement, presque c'est dans son planning quotidien, quoi, tu vois. Ouais. Et ça reste et ça restera le cœur du modèle de brico-privé. Après, on n'oublie pas qu'il y a aussi des clients à projet, c'est ce dont on a parlé un petit peu plus tôt. Mhm. Et en fait, quand tu es dans un projet de rénovation, bah, tu es super content de voir une vente privée grower où tu vas économiser X centaines d'euros sur ta robinetterie, qui est quand même un gros poste, hein, quand tu refais Mhm. une rénovation ou tu refais une salle de bain, tu es ravi d'économiser encore une fois plusieurs centaines d'euros sur ton gros meuble de salle de bain. Mais à côté de ça, tu vas avoir aussi tout un tas de besoins qui sont la quincaillerie pour fixer ton meuble, la silicone pour fixer ta paroi de douche. Et donc, il y a tout un tas de produits comme ça qui sont déjà pas très compatibles avec la vente privée. Et surtout, une fois que tu as reçu le gros du chantier, le gros matériel, tous ces produits-là, tu en as besoin, quoi. Et là, ce que tu n'as surtout pas besoin, c'est d'attendre 3 semaines pour les recevoir. Donc, Mhm. quelque part, tu es obligé de tenir aussi des fondamentaux du bricolage, qui sont des petits produits à forte rotation. Ceux-là, tu as tout intérêt à les avoir en stock, quoi. Et c'est ce virage qu'on avait opéré, mais encore une fois, en observant ce que nous demandaient nos clients, hein. Et donc, si tu veux, pour rejoindre le projet entrepreneurial, c'est là où le partenariat avec le groupement, il fait tout son sens, puisque nous, sur la gestion du stock, comme je te disais, on a 2 ans, donc c'est vraiment des bébés gestionnaires de stock, quoi, hein. Mhm. C'est une activité, même si elle a pris 30% du volume, qui est très naissante chez nous. Et là, au lieu de l'adresser seul avec ce petit volume, on va l'adresser avec un groupement qui, quelque part, a une taille critique, puisque c'est le premier acteur indépendant en France, troisième acteur du monde du bricolage avec un chiffre d'affaires de 3 milliards et demi. Et il y a Et combien de... surtout, Ouais, c'est intéressant, 2 secondes. Il y a combien de points de vente bricomarché sur le territoire? alors déjà, c'est 3 enseignes, parce que je t'ai entendu avant de dire Bricomarché. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupement, c'est Bricomarché, Ouais, Bricorama ouais, et Bricoflash. ok. Trois Voilà. enseignes. Donc, Bricomarché, Bricorama, je connaissais. Bricoflash, je connaissais pas. Bricoflash, c'est une enseigne qui est vraiment... il y a un plan de vente plus resserré qui s'adresse voilà, justement plutôt aux clients en rénovation ou aux clients assez experts, ce qu'on disait assimilés, petits pros, quoi. D'accord. Et ces trois enseignes, en fait, elles représentent un réseau de combien de points de vente? Alors, Bricomarché, c'est plus de 400 points de vente. Mhm. Bricorama, c'est aussi plusieurs centaines, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 300, plus de Mhm. 300 points de vente. Et Bricocash, c'est une centaine. D'accord. Donc, un peu moins d'1 millier de points de vente, ce qui est vrai que c'est énorme, quoi. C'est ça, en fait, c'est en nombre de points de vente, c'est là où ça devient énorme. Hmm. Donc en fait, forcément, c'est un acteur majeur et surtout qu'il y a une grosse expertise sur la gestion du stock. Donc nous, ça nous permet de gagner, d'un point de vue expertise. Chez Brico Privé, on gagne grâce à ce partenariat plusieurs années versus un scénario où on aurait mis ça en place tout seul. Alors, attends, moi, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur ça. Que je comprenne bien. Aujourd'hui, les trois enseignes qu'on vient de citer, elles ont malgré tout déjà une offre digitale. Elles sont quand même déjà digitales. J'imagine que tu peux aller sur leur site internet. Tout à fait, mais finalement assez peu, hein. C'est relativement nouveau chez eux aussi. D'accord. Donc c'est sûr qu'il y aura un échange de bonnes pratiques, hein, sur plein de sujets, sur le marketing, sur la fiche produit, donc c'est clair qu'eux aussi vont gagner énormément d'expertise sur le pur digital. Et après, il y a des synergies qui paraissent assez évidentes. Je pense qu'il y a déjà des acteurs dans notre métier qui ont très très bien réussi le chantier du click and collect. Je pense à Fnac Darty aujourd'hui, qui est devenu un des mastodontes sur le digital. Et aujourd'hui, c'est vrai quand on voit la conception d'un Fnac Darty, y compris d'un point de vente versus il y a quelques années, on sent que c'est des gens qui ont fait un grand pas vers l'omnicanalité, quoi. C'est vrai. Donc nous, on pense à des sujets comme le click and collect, où demain, tu Ouais. peux commander un produit sur Brico Privé et aller le récupérer dans un des points de vente qu'on a cités. Donc, il y a plus de 200 Bricorama, il y a plus de, je crois que les Bricomarchés, c'est 400, plus de 400 juste en France, hein,
Et donc là, tu vas aller retirer ton produit dans d'excellentes conditions puisque tu as un parking. Tu es souvent dans des parkings qui sont mieux que des parkings de point relais ou de bureau de poste. Enfin, tu es dans un parking d'un magasin de bricolage. Hein, donc pour retirer du matériel de bricolage, ça paraît assez naturel. Et en plus de ça, c'est quand même tout bénef aussi pour le point de vente qui bénéficie d'un trafic qui parfois pouvait être des gens qui achetaient que sur Internet et qui n'avaient pas forcément l'habitude d'aller en magasin, quoi. Donc là, on y voit une synergie assez forte. Et est-ce que, je comprends, est-ce que en sens inverse, vous avez réfléchi aussi à la possibilité pour les points de vente de proposer finalement peut-être des produits qu'ils n'ont pas sur place à leurs consommateurs au travers du site Brico Privé? Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, tu peux venir compléter. Et puis, dans l'autre sens, tu peux aussi, pour la première fois, proposer des produits qui étaient interdits à Internet. Tu vois, je pense aux matériaux. Dans les magasins qu'on a cités, il y en a énormément qui ont des parcs à matériaux. Nous aujourd'hui, tu vois, on vend plusieurs milliers par an de ponceuses à plâtre, hein, pour te donner un exemple. Il y a de fortes chances aujourd'hui que le client qui nous achète une ponceuse à plâtre, il a un projet de plaque de plâtre. Oui. Typiquement, ce genre de produit qui aujourd'hui est, je dirais pas impossible, mais tout en restant rentable, quasiment impossible à vendre sur Internet, l'omnicanalité, là, ça devient un vrai atout. C'est-à-dire tu peux vendre en ligne un produit qui sera uniquement enlevé sur le point de vente, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais livré à domicile. Mais par contre, tu peux pousser cette offre, alors que si tu n'as pas le relais du magasin, tu en es incapable. Bien sûr, ça, je comprends bien l'intérêt. Je reviens quand même sur mon commentaire. Mais dans quelle mesure le point de vente lui-même peut renvoyer sur Brico Privé le point de vente, il peut ne pas avoir du stock pour plein de raisons de produits. Est-ce que aussi cette réflexion, tu vois, les vendeurs du point de vente de Bricorama ou Bricomarché pourraient aussi dire à leurs clients, bah non, mais je ne l'ai pas, mais au travers du web, je peux l'avoir. Ouais, mais ça, si tu veux, je pense que ça, c'est un projet qu'a le groupement, mais pas forcément via Brico Privé. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, ils ont leurs propres enseignes, ils ont leur propre site internet sur lesquels ils veulent accélérer. Et je pense que la logique, c'est déjà que chacune des enseignes complète peut-être l'offre du magasin avec son site internet. Okay. Et encore, là, je te donne mon avis, hein, puisque je suis pas dans ces équipes et je suis pas dans ces projets-là. Mais ça, c'est pas du tout, je pense, le rôle de Brico Privé de venir compléter. C'est d'ailleurs un des fonctionnements qu'a gardé le groupement. Hein. Si tu regardes, ils ont intégré Bricorama il y a quelques années maintenant, et c'est toujours l'enseigne Bricorama qui garde ses valeurs et qui garde son identité. Donc l'idée, je crois pas que ça soit de tout mélanger. Après, c'est bénéficier des avantages des uns et des autres, comme là, par contre, pour le coup, Brico Privé apporte une vraie expertise Internet et un trafic qui parfois peut être propre à Internet. Si ce trafic peut bénéficier au point de vente du groupement, c'est super, quoi. Okay. Mais faut pas tout mélanger non plus. Je pense que c'est pas l'idée du projet, quoi. D'accord. Bon, c'est très clair. C'est très clair. Alors, avant merci pour ces explications très de texte sur les enjeux et les défis qui sont devant vous. Avant qu'on enregistre, on discutait ensemble et c'est vrai qu'on parlait justement des différents thèmes. Le troisième qui est celui de la prise de parole de la marque. En introduction, je disais l'acquisition, le CRM, la promotion, la relation client. Bon, bref, tout ça, comment ça s'est pris en charge chez Brico Privé. On parlait aussi d'économie circulaire. Et tu m'évoquais des exemples très concrets finalement de communautés qui est interrogée. C'est intéressant que tu détailles un petit peu ces façons de faire chez Brico Privé. Écoute, déjà, chez Brico Privé, on a une mission, c'est-à-dire on a une vision, mais on a avant tout une mission. Et notre mission, quelque part, c'est de devenir le e-retailer. Donc, ça prend la forme du site, ça prend la forme d'une appli, préférée des Français avant tout, dès lors qu'ils ont un projet de rénovation de l'habitat. D'accord ? Donc, si je devais résumer notre mission en une phrase, ça serait celle-là. D'accord. Après, les formes que ça prend, ça donne une feuille de route assez claire. Déjà, nous, on pense que la plateforme préférée, elle n'a pas forcément 3 millions de refs, si tu veux. Donc, à un moment donné, tout proposer, donc le client passe un gros temps à filtrer, chercher, etc. Nous, on considère déjà que chez Brico Privé, notre travail, c'est de faire ça à la place du client. Donc, on propose déjà une sélection, si tu veux, qui se limite quand même plutôt aux grandes marques, et on s'assure d'avoir le bon prix. D'accord ? Et notre vision, c'est de dire qu'avec quelques dizaines de milliers de refs,
on peut répondre à 90% des besoins lorsqu'on veut améliorer son habitat. Et en plus, le fait d'avoir fait cette sélection pour le client, ça lui facilite la vie et c'est pour ça qu'il va nous préférer. Ok. Donc ça, c'est quand même le pari de base. Et c'est pour ça qu'on le construit à travers les ventes privées et à travers l'offre permanente. Et donc l'offre permanente, elle peut passer soit via des DNVB, soit via le plan de vente qu'on construit avec le groupement. Donc si tu veux, l'offre déjà, elle est très marquée par cette mission et elle est très claire dans notre esprit. Après, autour de l'offre, il y a énormément de choses qui peuvent influer sur le fait d'être le préféré ou pas. Déjà, nous, on assume de ne pas être leader, si tu veux. On assume de ne pas être leader face à Amazon, on assume de ne pas être leader face à d'autres marketplaces, mais même si ces gens-là sont leaders, on pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent sur Amazon sans pour autant apprécier ou dire Amazon est mon site préféré. Je crois que c'est même plutôt l'inverse à la tendance. Tu vois, on y va par habitude, on y va presque par contrainte aujourd'hui, mais il y a quand même un petit vent qui se lève contre ce type de plateforme. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on pense pouvoir être préféré, la plateforme préférée? Déjà, on est une plateforme française, donc c'est quand même pas rien sur notre secteur. Derrière ça, on a d'énormes communautés. Donc aujourd'hui, Brico Privé, c'est 10 millions de membres. Ça, c'est des gens qui sont inscrits sur le site. C'est plus de 10 millions même maintenant. À côté de ça, c'est 400 000 membres engagés sur Facebook. C'est plus de 50 000 membres engagés sur Instagram. Donc, il y a vraiment cet esprit de communauté qui est énorme. Et donc, nous, on essaie de faire participer au maximum la communauté. Tu vois, le confinement, tu me demandais le confinement, qu'est-ce que ça a impacté? Les chiffres que je te donne, c'est le sondage qu'on a fait sur Brico Privé, où on a eu 5000 réponses en 24 heures. Donc, nous, notre vision, c'est de construire avec les bricoleurs, les bricoleuses, puisqu'on a vu que c'est une clientèle qui est de plus en plus mixte, et c'est vraiment construire avec les clients, peut-être le Brico Privé de demain. Donc, dans ce volet-là, il y a effectivement un volet économie circulaire. Donc, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, ou comment y aller? J'ai envie de te dire, c'est quelque chose que nous, on va construire avec nos clients. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont envie de louer du matériel? Est-ce que les gens ont envie de proposer, revendre du matériel d'occasion? Ça, c'est une vraie tendance qu'on voit sur d'autres plateformes. Hein. Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment arrivé dans le bricolage, mais c'est clairement une évidence dans la téléphonie mobile. Hein. Ça devient aussi maintenant une évidence dans le textile. Et si tu regardes, les ventes privées, ça a été aussi ça. Hein. Ça a été avant tout du textile, donc on serait quand même, ça serait bizarre aujourd'hui de ne pas s'intéresser à ce que font ces gens-là, puisque naturellement, on sait que nos secteurs, quelques années après, ça arrive, quoi. Donc, Si je comprends bien ce que tu dis, tu vas aller chercher la validation d'une intuition forte pour la transformer en conviction auprès de tes communautés, et puis tu vas potentiellement même pouvoir les interroger sur le comment, en fait, l'exécution de tout ça. en fait, si tu veux, déjà, c'est clair que, moi, mon sentiment profond d'entrepreneur, c'est que c'est une préoccupation grandissante chez une grosse partie de la population. La nôtre et en général. Donc, à partir du moment où on veut être la plateforme préférée, je pense qu'on ne peut pas se mettre des œillères et dire ok, ce sujet il intéresse tout le monde, mais bon, comme je le trouve pas très rentable ou un peu compliqué à mettre en œuvre, en fait, je décide de passer à côté. Là, je pense que tu te tires clairement une balle dans le pied et être la plateforme préférée autour de l'habitat, si déjà tu n'écoutes pas les préoccupations de ceux qui sont potentiellement tes clients demain, ça paraît difficile. Donc, honnêtement, on va aller chercher la confirmation de ce qu'on pense et surtout, on va aller chercher le comment. Mais je pense qu'à ce stade, il n'y a pas vraiment de marche arrière. Sachant qu'aujourd'hui, on parle d'un produit phare du bricolage, c'est la perceuse. J'ai lu une étude encore il n'y a pas longtemps qui te dit qu'en général, une perceuse chez un particulier, elle est utilisée 6 minutes par an. Donc tu peux te dire qu'a priori, c'est pas très circulaire pour l'instant. Non, c'est très intéressant. Et alors, ouais, je comprends bien la communauté, le rôle de la communauté. Vous l'animez. Alors, tu as commencé à en parler sur les questions que vous posez à vos communautés de façon plus globale. La relation client chez Brico Privé, elle est animée comment? Quel type de... Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites la promotion de la même façon que vous le faisiez avant? Est-ce que vous poussez des contenus qui sont pas directement liés au produit? Comment vous prenez la parole? Écoute, déjà, on prend la parole sous une formule qui résume assez bien ce qu'on propose, c'est Brico Privé, bricoler sans vous priver. Donc, c'est une formule, c'est un stagiaire qui a trouvé ça chez nous, pour rien te cacher, tu vois. On a trouvé ça assez génial parce que ça résume bien la philosophie. Et bricoler sans vous priver parce qu'il y a des grandes marques et de super prix. Donc, à ce côté, en fait,
avec le même budget que j'ai, ou par ailleurs je pourrais trouver une marque peut-être qui est au milieu de marché, chez Brico Privé, avec le même budget, je vais acheter quelque chose en plus, quoi, tu vois, plus d'accessoires ou une meilleure marque. Et donc il y a ce petit côté, je me fais plaisir à bricoler sans vous priver. Je dirais que au début de l'aventure, on n'avait pas beaucoup d'autres choix que de communiquer que sur les ventes privées et le prix, quoi. Brico Privé, c'est des ventes privées, il y a de la remise, il n'y a pas grand-chose, il faut fouiller, c'est des fins de série. Par contre, les prix qu'on propose, ils sont incomparables avec ce qui se fait ailleurs. Donc ça, c'était le message du début. Évidemment, ce message, il s'est énormément enrichi. Aujourd'hui, on a gardé le bricoler sans vous priver parce qu'on trouve que ça résume à la fois bien l'ADN d'origine, qui était des prix très agressifs, et puis c'est un peu plus large quand même, hein. Donc aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de références en stock, on a des milliers de produits en délai court. Donc on a beaucoup plus de choses à dire. Avant, on prenait la parole que sur le digital. Depuis 2016, on a une appli, et depuis 2017, on prend la parole en télé. Donc forcément, le territoire de communication de la marque, c'est lui aussi élargi en même temps que les messages. Mmh. Voilà ce que je peux te dire sur la façon dont on prend la parole. Après, la relation client, qui pour moi est un tout autre sujet, là, clairement, le confinement a été un tournant, et pas dans le bon sens, hein, puisque nous, jusqu'au confinement, on gérait 100% de nos clients avec une plateforme française, c'est-à-dire des équipes qui sont basées à Toulouse et qui répondaient à tous les clients. On a eu un effet croisé pendant le confinement, où on a été obligé déjà de mettre les gens en confinement, et donc ça, c'est des métiers sur lesquels, quand tu réponds au téléphone via des systèmes informatiques connectés, on a été obligé de couper le téléphone. Donc on a continué à répondre nous par mail avec nos équipes, mais on a dû déléguer le téléphone à des plateformes internationales qui ont pris le relais, des plateformes qui sont situées à l'étranger, des plateformes offshore. Nous, on travaille essentiellement à Madagascar, et là, forcément, on a dégradé. Mais bon, si tu veux, c'était mieux que rien, mais on a quand même clairement dégradé la qualité de réponse qu'on apportait aux clients, comparé à nos équipes qui sont des gens experts et qui sont sur le même plateau que les acheteurs et que les catégories managers, à qui ils peuvent poser une question dès lors qu'il y a une question sur le produit, quoi. Donc ça, clairement, pour nous, c'est la relation client, on la veut en France, on l'a toujours eu en France, et on la veut internaliser. Et en fait, si tu veux, là, les circonstances et le volume ont fait qu'on n'a pas pu tenir ça, parce que c'était impossible de... Nous, on a une trentaine de personnes au service client, on est monté à plus de 90 personnes en offshore. Donc même si on avait voulu le garder en interne, dans les circonstances du confinement, c'était impossible de recruter, mais même dans les circonstances normales, ça aurait été impossible de recruter 80 ou 90 personnes en plus, quoi. Ouais, je comprends bien. Ouais. Donc on a fait appel à de l'offshore. On est clairement en train d'en revenir, hein, puisque, comme je te disais, la qualité n'est pas du tout le même standard de qualité que celui qu'on est capable de produire à Toulouse, mais on est en octobre et on n'en est toujours pas sorti complètement, quoi. Donc c'est sûr que pour nous, ce volet relation client avant-vente, après-vente, là sur cette année, il s'est plutôt dégradé, et on veut le ramener au niveau qui était le nôtre. Donc l'idée pour vous, c'est de réinternaliser 100% du service client. Ouais, c'est même pas réinternalisé parce que c'était comme ça, donc c'est revenir à ce standard. Et avec une dimensionnement d'équipe adapté à une croissance supérieure à 50%. C'est ça qu'on n'avait pas, qu'on avait dans aucun plan, quoi. Les clients, ils ont compris que les circonstances étaient défavorables à maintenir un service client de qualité, ou alors il a fallu expliquer assez longuement? En fait, tu as eu deux phases. Tu as une phase où les clients ont été très, très compréhensifs, hein. Je veux dire, pendant le confinement, je pense que tous les sites internet affichaient les mêmes messages. Le message, c'était on fait le maximum pour servir dans des conditions de sécurité optimales. Donc, et honnêtement, les clients ont été assez énormes de compréhension, hein, puisque tu pouvais avoir des retards de plusieurs jours. Et les clients t'envoyaient des messages pour vous remercier de nous avoir servi. Tu vois, on était quasiment les seuls à proposer de la peinture. Le client qui a attendu sa peinture même une semaine, qui restait 4 semaines de confinement, il était tellement content de la recevoir, et il y en avait tellement nulle part, les magasins étant fermés, que si tu veux, il y a eu une forme d'indulgence qui a été top. Et en fait, le problème, c'est que les problématiques non pas de Brico Privé, mais des partenaires externes, notamment de la chaîne logistique, ont été bien au-delà du confinement. Donc, si tu veux, la deuxième phase, elle commence post-confinement. C'est plutôt la phase à partir de mai-juin, où il y a énormément d'acteurs, de plateformes qui ont explosé, qui savent plus trop où ils en sont. Il y a encore des cas Covid qui limitent énormément les flux.
Et là, dans cette phase-là où, dans l'esprit du consommateur, on est sorti du confinement, quelque part, on est sorti de cette période Covid, il ne comprend pas qu'on ne retrouve pas des standards tout de suite de qualité qui sont les standards habituels, quoi. Et Ouais, je donc là, comprends. sur cette période-là, nous, on n'a pas eu, par exemple, de dégradation de la note sur mars-avril. Par contre, mai-juin, ça a été assez violent parce qu'on avait un niveau de service qui n'était pas mieux que pendant le confinement, même peut-être un peu moins bon. Et par contre, l'exigence du consommateur, elle avait retrouvé la normale, quoi. Hmm. Et vous avez essayé de compenser par des communications, des emails, je ne sais pas, euh, d'explications ou comment on fait pour quand on est confronté en fait à une dégradation dont on ne peut pas véritablement comment dire, on peut pas être un acteur de ça. Il y a des circonstances de croissance qui vous obligent à dégrader la chose. Comment on explique ça? On prend les devants, on fait comment? Bah, déjà, ouais, on l'explique, hein. Alors, il y a toujours cet équilibre entre je prends les devants et j'essaie de ne pas affoler tout le monde. Mais on l'explique, donc déjà on affiche la situation, c'est la première chose que tu voyais en arrivant sur le site, hein. Tu avais un petit bandeau qui disait voilà où on en est, donc voilà où on en est sur le transport, voilà où on en est sur le retard, voilà quels produits sont impactés, donc déjà tu essaies d'être le plus transparent possible. Donc ça c'est pour la partie communication, et puis après pour la partie fidélisation, je dirais, on investit dans la relation client, donc c'est des gestes commerciaux pour ceux qui ont été impactés, c'est prendre la bonne décision commerciale parfois qui n'est pas forcément la plus rentable, mais il faut la prendre parce que chez nous, un bon client, c'est un client qui parfois passait plus de 20 commandes et dépensait plusieurs milliers d'euros sur le site, quoi. Donc, si à un moment donné, on lui a fait défaut, oui, on accepte de rembourser une commande, même si le colis s'est perdu dans la nature, même si nous, le transporteur ne le remboursera jamais, voilà, notre vision de la relation client, à ce moment-là, c'était aussi celle-là, quoi, d'accepter de rembourser des choses qu'on n'aurait pas remboursées dans les circonstances normales. Et puis une fois qu'on en est sorti, c'est prendre les devants, c'est aussi des campagnes d'appel sortant pour rappeler tout le monde, pour s'excuser, pour réengager, et voilà, pour expliquer que c'est des circonstances exceptionnelles et que c'est pas le niveau de qualité qu'on a aujourd'hui sur le site ou qu'on avait avant la période, quoi. Donc il y a tout un tas d'actions, hein, qui sont à mi-chemin entre la relation client pilotée par le service client et le marketing qui du coup vise à réengager des clients qui auraient pu être impactés. En fait, si tu veux, ça paraît énorme puisque je crois qu'on est monté au maximum à 12 000 requêtes en cours, mais bon, ça reste quand même une infime partie des clients qui ont été touchés, mais c'est vrai que c'est énorme par rapport au run habituel, quoi. Ouais, écoute, en tout cas, c'est complètement compréhensible. C'est très intéressant en fait de t'écouter parler, Julien, parce que tu nous racontes concrètement ce que c'est que l'hypercroissance dans une entreprise. Et souvent, euh, les, même les professionnels du digital, mais qui ne sont pas forcément ceux de l'e-commerce, ne perçoivent pas l'ensemble des actions, des opérations, de l'exécution qui se trouve derrière l'écran. Là, tu nous as rendu, finalement, tu nous as fait un compte-rendu de ce qui se fait derrière, que vous avez des hommes et des femmes, que vous avez des ressources qui sont là pour exécuter un certain nombre d'opérations, et que quand les circonstances obligent quelque part à débrancher la prise, hein, je pense au confinement, et ben, ça s'arrête de tourner au moins en partie. Et que j'ai bien aimé quand tu disais brico privé, c'était quoi tu dis brico privé Bricoler sans vous priver, vraiment. sans vous priver, en soulignant finalement que c'est une stagiaire qui a trouvé ça. Ça rend aussi la chose très, c'est très humain. Ça incarne bien finalement le fonctionnement de la société. Julien, merci mille fois, hein, vraiment, j'insiste pour ce partage d'expérience. Bravo pour tout ce qui a été fait. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de l'aventure avec les mousquetaires. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous pouvez me contacter soit sur LinkedIn, soit sur le site lesdigitaldoers.com. Merci beaucoup à Comexposium qui coproduit cet épisode. Comexposium qui est donc l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco et One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Julien, merci encore. Je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir et puis merci d'avoir témoigné. Écoute, hein, merci à toi et puis merci à tous ceux qui nous écouteront. Merci, allez, à bientôt. Au revoir, Julien. Merci, au revoir.